elle a ouvert ma valise devant tout le monde et Harry. Regardez ce que la vieille garde comme un trésor. Des papiers moisis et une robe de mariée jaunie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces papiers valaient plus que sa maison, plus que toute sa ambition, plus que tout ce qu'elle avait jamais possédé dans sa vie. Je m'appelle Suzanne Barrier. J'ai 67 ans. Aujourd'hui, je vis dans un appartement lumineux avec vue sur la mer à Nice. Je me réveille chaque matin avec le bruit des vagues et l'odeur du sel qui entre par ma fenêtre ouverte. Je prends mon café sur le balcon en regardant les mouettes planer au-dessus de l'eau turquoise. C'est une vie paisible, une vie que je n'aurais jamais imaginée il y a encore 8 mois. Parce qu'il y a 8 mois, j'étais à genoux dans le jardin de mon fils, sous une pluie battante, ramassant mes affaires éparpillées sur la pelouse pendant que ma belle-fille me filmait avec son téléphone en riant. Mes vêtements étaient trempés. Mes mains tremblaient. Et mon cœur était en morceaux. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivée là, il faut que je vous raconte mon histoire depuis le début. Il faut que je vous parle de Fernand, mon mari, l'homme qui m'a aimée pendant 43 ans et qui, même après sa mort, a trouvé le moyen de me sauver. J'ai rencontré Fernand à l'été 1976. J'avais 20 ans. Il en avait 24. C'était lors d'un bal populaire dans notre village près de Lyon. Je portais une robe blanche à fleurs que ma mère avait cousue pour moi. Fernand portait un costume gris, trop grand pour lui, hérité de son père. Il était maladroit, timide, il ne savait pas danser. Mais quand il m'a regardée, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu chez personne. De la bonté. Une bonté pure, sincère, sans calcul. Nous nous sommes mariés un an plus tard, en juin 1977. Une cérémonie simple dans la petite église du village. Ma robe de mariée était en satin ivoire, cousue par ma grand-mère. Elle n'avait rien de luxueux, rien d'extraordinaire. Mais pour moi, c'était la plus belle robe du monde, parce que c'était celle que je portais le jour où je suis devenue la femme de Fernand. Fernand était notaire. Il avait repris l'étude de son père dans une petite ville près de Lyon. Ce n'était pas un métier glorieux, pas un métier qui attire les regards. Mais Fernand l'aimait. Il aimait aider les gens, les accompagner dans les moments importants de leur vie. Les achats de maison, les héritages, les contrats de mariage. Il travaillait avec discrétion, avec honneur, avec une intégrité qui forçait le respect de tous ceux qui le connaissaient. Nous avons eu un fils, Grégoire, né en 1980. Un bébé aux yeux bleus comme son père, aux cheveux bouclés comme les miens. Je me souviens de la première fois où je l'ai tenu dans mes bras. J'ai regardé Fernand et j'ai dit « On a réussi, on a créé quelque chose de beau. » Fernand a souri, de ce sourire doux qui n'appartenait qu'à lui, et il a murmuré « C'est toi qui es belle, Suzanne, toi et lui. » Les années ont passé, des années simples, sans éclat, mais remplies de bonheur tranquille. Grégoire a grandi. Il est allé à l'école, puis au lycée, puis à l'université. Il a étudié la gestion, a trouvé un travail dans une banque à Lyon. Il était intelligent, ambitieux, peut-être un peu trop, mais c'était mon fils, et je l'aimais de tout mon cœur. Fernand a pris sa retraite en 2015, après 40 ans de carrière. Nous avions une vie confortable, pas riche, mais confortable. Notre maison était payée. Nous avions une petite pension. Nous voyagions parfois, des voyages modestes, une semaine en Bretagne, quelques jours à Paris. Nous étions heureux. Et puis Fernand est tombé malade. C'était en janvier 2019. Il a commencé par tousser, une toux persistante qui ne partait pas.
Puis il a perdu du poids. Puis il a eu du mal à respirer. Le médecin a fait des examens. Cancer du poumon. Stade 4. Inopérable. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Je regardais l'homme que j'aimais depuis plus de 40 ans s'éteindre lentement, jour après jour. Ses joues se creusaient, ses yeux perdaient leur éclat. Mais même dans la maladie, même dans la douleur, Fernand restait Fernand. Il me tenait la main le soir. Il me disait qu'il m'aimait. Il s'inquiétait pour moi, pour ce que j'allais devenir après lui. Une semaine avant sa mort, il m'a fait asseoir à côté de son lit. Sa voix était faible, presque un murmure. Mais ses yeux étaient intenses, plus intenses que jamais. « Suzanne, il faut que je te parle de quelque chose. » J'ai pris sa main. Elle était froide, trop froide. « Je t'écoute, mon amour. » Il a désigné l'armoire dans le coin de la chambre. « Tu vois la valise en cuir marron, celle que je garde toujours fermée ?» Je connaissais cette valise. Elle était là depuis des années, toujours au même endroit, toujours fermée à clé. Je n'avais jamais posé de questions. Fernand avait ses secrets, comme tout le monde, et je respectais cela. Oui, je la vois. Cette valise est à toi maintenant. Mais écoute-moi bien, Suzanne. Il a serré ma main plus fort. Ne l'ouvre jamais devant personne, et ne la donne à personne. Jamais. Tu comprends? J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Je comprends. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il a souri, de ce sourire fatigué, mais tendre qui me brisait le cœur. Tu comprendras le moment venu. Fais-moi confiance. Il a sorti une petite clé de sous son oreiller et me l'a tendue. Garde-la toujours avec toi. Toujours. J'ai pris la clé, j'ai passé un cordon autour, et je l'ai mise autour de mon cou. Elle est restée là depuis ce jour. Elle y est encore maintenant, pendant que je vous parle. Fernand est mort 3 jours plus tard. C'était un matin de mars, juste avant l'aube. Je tenais sa main quand il a rendu son dernier souffle. J'ai senti ses doigts se relâcher. J'ai vu la tension quitter son visage. Et j'ai su qu'il était parti. Parti vers un endroit où je ne pouvais pas le suivre. Pas encore. J'ai pleuré pendant des semaines. Des mois. La maison était vide sans lui. Chaque pièce portait son empreinte, son odeur, ses souvenirs. Le fauteuil où il lisait le journal, la tasse qu'il utilisait pour son café du matin, le côté du lit où il dormait, que je n'arrivais pas à toucher. Mais j'ai tenu ma promesse. La valise est restée dans l'armoire, fermée. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne l'ai montrée à personne, pas même à Grégoire quand il est venu pour l'enterrement. Les mois ont passé. J'ai appris à vivre seule, à manger seule, à dormir seule. Ce n'était pas facile. Certains soirs, le silence était si lourd que j'avais l'impression d'étouffer. Mais je tenais. Pour Fernand. Pour honorer sa mémoire. Grégoire venait me voir de temps en temps. Pas souvent, 1 fois par mois peut-être. Il avait sa vie, son travail, ses problèmes. Je comprenais. C'est ce que font les enfants. Ils grandissent, ils partent, ils construisent leur propre vie. C'est normal, c'est sain. Et puis, il y a 4 ans, Grégoire m'a annoncé qu'il allait se marier. Une femme qu'il avait rencontrée au travail. Elle s'appelait Nathalie. Elle avait 32 ans, elle était jolie. Elle travaillait dans les ressources humaines. Grégoire semblait heureux, plus heureux que je ne l'avais vu depuis longtemps. Alors j'étais heureuse pour lui. La première fois que j'ai rencontré Nathalie, c'était lors d'un dîner chez Grégoire. Elle m'a accueillie avec un grand sourire, des bises sur les 2 joues, des compliments sur ma robe, sur mes cheveux, sur le gâteau que j'avais apporté. « Maman Suzanne, je suis tellement contente de vous rencontrer enfin. »
Grégoire m'a tellement parlé de vous. Elle était charmante. Vraiment charmante. Peut-être trop charmante maintenant que j'y repense. Mais sur le moment, je n'ai rien vu. Je voulais tellement que mon fils soit heureux que j'ai fermé les yeux sur les petits signes, les petits détails qui auraient dû m'alerter. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard. Une belle cérémonie, 200 invités, un château loué pour l'occasion. J'ai dansé avec mon fils. J'ai pleuré de joie. Et quand Nathalie m'a serré dans ses bras en m'appelant « ma deuxième maman », j'ai vraiment cru que tout irait bien. Je me trompais. Pendant que je vous raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. De quelle ville? De quel pays? Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir qui partage ce moment avec moi. Après le mariage, les choses ont commencé à changer. Pas tout de suite, pas brutalement. Non, c'était subtil, insidieux, comme un poison qui s'infiltre goutte à goutte. D'abord, les visites de Grégoire se sont espacées. 1 fois par mois est devenue 1 fois tous les 2 mois, puis 1 fois par trimestre. Quand j'appelais, il était toujours occupé. Quand je proposais de venir, il y avait toujours une excuse. Nathalie est fatiguée, on a des travaux, on reçoit des amis. Je me disais que c'était normal. Les jeunes mariés ont besoin de leur espace. Ils construisent leur vie. Je ne voulais pas être une de ces mères envahissantes qui s'accrochent à leur fils. Et puis, 1 an après le mariage, Nathalie a commencé à m'appeler directement. Au début, c'était pour me demander des conseils de cuisine, des recettes de famille. Puis c'était pour me parler de Grégoire, de ses problèmes au travail, de son stress. Et puis, progressivement, les conversations ont pris une autre tournure. Vous savez, Suzanne, cette maison que vous avez, elle est vraiment grande pour une personne seule. Grégoire et moi, on cherche à investir dans l'immobilier. C'est tellement difficile d'acheter à Lyon avec les prix actuels. Vous n'avez jamais pensé à vendre? Vous pourriez prendre un petit appartement, quelque chose de plus adapté à votre âge. Je souriais. Je disais que j'allais y réfléchir. Mais au fond de moi, quelque chose me mettait mal à l'aise. Cette maison, c'était la maison de Fernand et moi. C'était là que nous avions vécu pendant 40 ans. C'était là que Grégoire avait fait ses premiers pas. C'était ma maison. Mais Nathalie ne lâchait pas. Chaque conversation, chaque visite, elle revenait sur le sujet. Et Grégoire, mon propre fils, a commencé à la soutenir. « Maman, Nathalie a raison. Tu es seule dans cette grande maison. C'est dangereux à ton âge. Et si tu tombais? Et si tu avais un malaise? Je vais très bien, Grégoire. Je n'ai que 65 ans. Je ne suis pas invalide. Je sais, maman. Mais réfléchis. Tu pourrais vendre, venir vivre près de nous. On prendrait soin de toi. Prendre soin de moi. Ces mots sonnaient si bien, si rassurants. Et moi, veuve depuis 3 ans, seule dans cette maison pleine de souvenirs. J'avais envie d'y croire. J'avais envie de penser que mon fils voulait vraiment me protéger, me garder près de lui. Alors un soir, après des mois de pression, j'ai cédé. D'accord, je vais vendre la maison. Mais où est-ce que je vais vivre? Grégoire a souri. Un sourire que je n'avais jamais vu chez lui. Un sourire qui, aujourd'hui, me glace le sang quand j'y repense. Ne t'inquiète pas, maman. Tu vas venir vivre avec nous. On a une chambre d'amis. Tu seras bien. J'ai vendu ma maison. 300 000 €, 40 ans de souvenirs, 40 ans de vie, résumés à un chèque. J'ai donné l'argent à Grégoire pour son projet immobilier. Il m'a promis que c'était un investissement, que l'argent allait fructifier, qu'on serait tous gagnants. J'ai emménagé chez eux avec 2 valises, une avec mes vêtements, l'autre, celle de Fernand, toujours fermée,
toujours secrète. Je l'ai posée sous mon lit dans la chambre d'amis. Et j'ai commencé ma nouvelle vie. Une vie qui allait devenir un enfer. Les premières semaines chez Grégoire et Nathalie, j'ai vraiment essayé d'y croire. J'ai vraiment voulu penser que tout irait bien, que j'avais pris la bonne décision, que ma place était ici, près de mon fils. La chambre d'amis était petite mais correcte. Une fenêtre donnait sur le jardin. Il y avait un lit simple, une armoire, une table de nuit. Pas de bureau, pas de fauteuil. Mais je me disais que ce n'était pas grave. J'étais chez mon fils. J'étais en famille. Nathalie m'a accueillie avec son sourire habituel, ce sourire large qui découvrait toutes sortes de dents, et qui, à l'époque, me semblait chaleureux. Elle m'a fait visiter la maison comme si j'étais une invitée de marque, le salon avec son grand canapé en cuir, la cuisine équipée avec tous les appareils dernier cri, la salle à manger avec sa table en chêne massif pour 12 personnes, leur chambre à l'étage, immense, avec dressing et salle de bain privée, et puis ma chambre, au rez-de-chaussée, à côté du garage. Vous serez bien ici, maman Suzanne. Vous avez votre intimité. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est juste à l'étage. J'ai posé mes valises. J'ai rangé mes vêtements dans l'armoire. Et j'ai glissé la valise de Fernand sous le lit, tout au fond, là où personne ne pourrait la voir. Puis je me suis assise sur le lit et j'ai regardé autour de moi. Les murs étaient blancs, nus. Pas un tableau, pas une photo. Une chambre anonyme, impersonnelle, comme une chambre d'hôtel. Mais je me suis dit que j'allais la décorer, y mettre mes affaires, en faire mon petit chez moi. Je me trompais encore. Dès la 2e semaine, les règles ont commencé à apparaître. Pas des règles explicites, non. Nathalie était trop intelligente pour ça. C'était des suggestions, des remarques, des petites phrases glissées au détour d'une conversation. « Suzanne, vous vous êtes levée tôt ce matin. J'espère que vous n'avez pas fait de bruit. Grégoire a besoin de dormir. Il travaille beaucoup en ce moment. Suzanne, vous avez utilisé la machine à laver hier? Il faudrait me prévenir. J'ai mon programme de lavage. Suzanne, vous avez regardé la télévision dans le salon? C'est juste que le soir, on aime bien avoir notre espace. Vous comprenez? » Je comprenais. Je comprenais très bien. Je dérangeais. Ma présence était tolérée, pas désirée. Mais je me taisais. Je m'adaptais. Je me faisais petite. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles s'effacent pour ne pas gêner. Les repas sont devenus un calvaire. Au début, nous mangions ensemble, tous les trois, à la grande table de la salle à manger. Nathalie cuisinait, ou plutôt Nathalie commandait des plats chez le traiteur et les faisait passer pour les siens. Je proposais de cuisiner, de préparer les recettes que Grégoire aimait tant quand il était enfant. Le bœuf bourguignon de ma mère, la tarte aux pommes de ma grand-mère, le gratin dauphinois que Fernand adorait. Nathalie souriait de ce sourire qui commençait à me glacer. « C'est gentil, Suzanne, mais on fait attention à notre alimentation. Grégoire doit perdre du poids. Et puis, votre cuisine, c'est un peu lourd, non? Beaucoup de beurre, beaucoup de crème. À votre âge, ce n'est pas bon pour le cholestérol. À mon âge, » elle adorait cette expression. Elle la plaçait partout, tout le temps, comme un rappel constant que j'étais vieille, dépassée, un fardeau. Petit à petit, les repas en commun se sont espacés. Grégoire rentrait tard du travail. Nathalie dînait avec lui dans la cuisine, en tête à tête. On me laissait une assiette dans le frigo, une assiette préparée à l'avance, souvent froide, souvent insuffisante. Des légumes vapeur sans assaisonnement, un morceau de poulet sans sauce. Un yaourt nature en dessert. C'est pour votre santé, Suzanne. À votre âge, il faut faire attention. Je mangeais seule,
dans ma chambre, assise sur mon lit. Je regardais mon assiette et je pensais au repas que je préparais pour Fernand, aux dimanches en famille quand Grégoire était petit, aux rires autour de la table. Tout cela semblait si loin, une autre vie, une vie qui n'existait plus. Et puis il y a eu l'incident du salon. C'était un dimanche après-midi, environ 2 mois après mon arrivée. Grégoire et Nathalie étaient sortis faire des courses. J'étais seule dans la maison. Je me suis installée dans le salon pour lire. Le grand canapé en cuir était confortable, la lumière était bonne, et j'avais trouvé un vieux roman dans ma valise. Un livre que Fernand m'avait offert il y a des années. Je lisais depuis 1 heure quand ils sont rentrés. Nathalie est entrée dans le salon, les bras chargés de sacs de shopping. Quand elle m'a vue sur le canapé, son visage s'est figé. « Suzanne, qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai levé les yeux de mon livre, surprise par son ton. « Je lis. Il y a un problème ?» Elle a posé ses sacs sur la table basse, lentement, délibérément. « Ce canapé est neuf, Suzanne. Il a coûté 3 000 €. Ce n'est pas pour s'asseoir dessus n'importe comment. » J'ai regardé le canapé. J'ai regardé Nathalie. J'ai cherché Grégoire du regard. Il était dans l'entrée, rangeant ses chaussures. Il ne disait rien. « Je suis désolée, je ne savais pas que... » « Vous avez votre chambre, Suzanne. C'est votre espace. Le salon, c'est notre espace. Vous comprenez la différence ? » J'ai compris. J'ai très bien compris. Je me suis levée, j'ai pris mon livre, et je suis retournée dans ma chambre. Ce soir-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis mon arrivée. Des larmes silencieuses, étouffées dans mon oreiller pour que personne ne les entende. À partir de ce jour, je ne suis plus jamais entrée dans le salon sans y être invitée. Je restais dans ma chambre, ou dans le jardin quand il faisait beau, ou dans la cuisine quand Nathalie n'y était pas. Je me déplaçais dans ma propre vie sur la pointe des pieds, comme une intruse, comme une étrangère. Les semaines ont passé, les mois. Ma vie s'était réduite à cette petite chambre sans âme, à ces repas solitaires, à ces journées vides, où je n'avais rien à faire, personne à qui parler. Mes anciennes amies de Lyon m'appelaient parfois. Au début, je leur racontais ma nouvelle vie, en essayant de la rendre belle, de la présenter sous un jour positif. Mais elles n'étaient pas dupes. « Suzanne, tu as l'air fatiguée. Tu es sûre que tout va bien ? » « Oui, tout va bien. C'est juste l'adaptation. Ça prend du temps. » Et puis, les appels se sont espacés. Nathalie soupirait bruyamment quand le téléphone sonnait. Elle disait que ça la dérangeait, que ça perturbait le calme de la maison. Alors j'ai commencé à ne plus répondre, à rappeler plus tard, à oublier de rappeler. Petit à petit, les amis ont cessé d'appeler. Je les avais perdus, comme j'avais perdu tout le reste. Un matin de novembre, environ 4 mois après mon arrivée, Nathalie est entrée dans ma chambre sans frapper. Elle ne frappait jamais. Elle considérait que c'était sa maison et qu'elle avait le droit d'aller où elle voulait. « Suzanne, il faut qu'on parle. » Je rangeais mes vêtements dans l'armoire. Je me suis retournée. « Oui ?» Elle s'est assise sur mon lit, sans y être invitée, et a croisé les jambes. « Voilà, Grégoire et moi, on a réfléchi. On va avoir besoin de cette chambre. » Mon cœur s'est serré. Besoin de cette chambre ? Pourquoi faire ? Pour le bureau de Grégoire. Il travaille de plus en plus à la maison. Il lui faut un espace dédié, un endroit calme pour se concentrer. J'ai regardé autour de moi. Cette chambre minuscule que j'avais fini par apprivoiser, par considérer comme mon refuge. Et maintenant, on voulait me l'enlever. Et moi ? Où est-ce que je vais dormir ? Nathalie a souri, ce sourire froid qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Il y a le petit débarras,
au fond du couloir. On peut y mettre un lit de camp. Ce sera très bien pour vous. Et puis, à votre âge, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace. » Le débarras. J'avais vu cette pièce. 6 mètres carrés. Peut-être moins. Pas de fenêtre. Des étagères pleines de cartons. Un aspirateur dans le coin. Un débarras. « Nathalie, ce n'est pas une chambre. C'est un placard. » Elle a haussé les épaules. « C'est temporaire, Suzanne. Le temps qu'on s'organise. Et puis franchement, vous devriez être reconnaissante. On vous héberge, on vous nourrit, on prend soin de vous. Beaucoup de belles filles ne feraient pas ça. » Reconnaissante. Ce mot m'a frappée comme une gifle. Reconnaissante de quoi? D'avoir vendu ma maison pour leur donner l'argent? D'avoir quitté ma vie pour venir vivre dans leur ombre? D'être traitée comme une moins que rien dans la maison de mon propre fils? J'ai cherché Grégoire. Je l'ai trouvé dans la cuisine, en train de boire son café. « Grégoire, il faut qu'on parle. » Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. « Oui, maman. » Nathalie veut me mettre dans le débarras. Silence. Il a continué à regarder son écran. « C'est temporaire, maman. On a besoin de la chambre. »« Grégoire, regarde-moi. » Il a enfin levé les yeux. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De l'indifférence. Mon fils, celui que j'avais porté 9 mois, celui que j'avais nourri, bercé, consolé, celui pour qui j'avais sacrifié tant de choses, me regardait avec indifférence. « Maman, ne dramatise pas. C'est juste une chambre. Tu t'adapteras. » Je me suis adaptée. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je n'avais plus de maison, plus d'argent, plus d'amis. J'étais piégée. Je me suis installée dans le débarras. Un lit de camp, un petit meuble pour mes affaires, une lampe de chevet posée sur un carton. Pas de fenêtre, pas d'air, pas de lumière naturelle. La nuit, j'entendais les bruits de la maison, les pas de Nathalie dans le couloir, les rires de Grégoire devant la télévision. Et moi, j'étais là, dans ce trou noir, serrant la valise de Fernand contre moi comme une bouée de sauvetage. Chaque soir, avant de m'endormir, je touchais la clé autour de mon cou et je murmurais dans le noir « Fernand, qu'est-ce que tu m'as laissé? Qu'est-ce que tu voulais que je trouve ?» Mais je n'ouvrais pas la valise. Pas encore. J'attendais. J'attendais le moment dont Fernand avait parlé, le moment où je comprendrais. Je ne savais pas que ce moment approchait plus vite que je ne l'imaginais. Les jours dans le débarras se ressemblaient tous. Je me réveillais dans le noir complet, sans savoir s'il faisait jour ou nuit dehors. Je tâtonnais pour trouver la lampe de chevet, j'allumais, et je voyais les mêmes murs gris, les mêmes cartons empilés, le même plafond bas qui semblait m'écraser un peu plus chaque matin. J'avais l'impression de vivre dans une tombe où on m'avait enterrée vivante. Je sortais de ma chambre le plus tôt possible, avant que Nathalie ne se réveille, pour profiter de quelques minutes de silence dans la cuisine. Je me faisais un café, je m'asseyais près de la fenêtre, et je regardais le jardin s'éveiller. C'étaient les seuls moments de paix de ma journée, les seuls moments où je pouvais respirer sans sentir le poids du regard de Nathalie sur moi. Mais même ces moments-là, elle a fini par me les prendre. Un matin, vers 6 heures, alors que je buvais mon café dans la cuisine silencieuse, Nathalie est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle portait un peignoir en soie, ses cheveux étaient en désordre, et son visage était déformé par la colère. « Suzanne, qu'est-ce que vous faites debout à cette heure ?» J'ai posé ma tasse. Je prends mon café. Je ne fais pas de bruit. Pas de bruit? Je vous ai entendu depuis notre chambre. La machine à café, les placards, les tiroirs. C'est insupportable. Je n'avais fait aucun bruit. J'en étais certaine. J'avais fait attention comme je faisais toujours attention.
Mais argumenter avec Nathalie était inutile. Elle avait toujours raison. Toujours. « Je suis désolée, je ferai plus attention. » Elle a croisé les bras. « À partir de maintenant, vous ne sortez pas de votre chambre avant 8 heures. C'est clair ? 8 heures. » Cela signifiait rester enfermé dans ce débarras sans fenêtre pendant des heures, à attendre, à étouffer, à compter les minutes. « Nathalie, je ne peux pas rester enfermée comme ça. J'ai besoin de... » « De quoi ? De nous déranger ? De prendre vos aises comme si vous étiez chez vous ?» Ces mots m'ont frappé en plein cœur, comme si j'étais chez moi. Mais j'étais chez mon fils, non ? N'était-ce pas aussi un peu chez moi ? Je vis ici, Nathalie. J'ai donné l'argent de ma maison pour nous aider, oui, je sais. Vous nous le rappelez assez souvent. Mais cet argent, c'était un cadeau, non ? Un cadeau ne donne pas de droit. Un cadeau, 300 000 €, 40 ans de travail, 40 ans d'économie. Un cadeau. Je n'ai rien dit. J'ai pris ma tasse, je l'ai rincée, et je suis retournée dans mon débarras. À partir de ce jour, je ne sortais plus avant 8 heures. Je restais allongée sur mon lit de camp, les yeux ouverts dans le noir, à attendre que le temps passe. Les semaines suivantes, Nathalie a continué à resserrer l'étau. Chaque jour apportait une nouvelle règle, une nouvelle restriction, une nouvelle humiliation. Elle a commencé à contrôler mes sorties. Au début, je me promenais dans le quartier l'après-midi. Cela me faisait du bien de marcher, de voir des gens, de sentir le soleil sur mon visage. Mais Nathalie n'aimait pas ça. « Suzanne, les voisins vous ont vu traîner dans la rue. Ils vont penser quoi ? Que je vous maltraite ? Que je vous mets dehors ?» Je me promenais, Nathalie, c'est tout. Eh bien, promenez-vous dans le jardin. C'est assez grand. Pas besoin d'aller étaler notre vie privée devant tout le quartier. Le jardin, un rectangle de pelouse avec quelques arbustes. J'y tournais en rond comme un animal en cage, sous le regard des fenêtres de la maison, sous le regard de Nathalie qui m'observait depuis la cuisine. Elle a ensuite contrôlé ma nourriture. Les portions sont devenues encore plus petites. Le frigo était fermé à clé. Oui, à clé. Nathalie avait installé un cadenas sur la porte du réfrigérateur. « C'est pour votre bien, Suzanne. Vous avez tendance à grignoter la nuit. À votre âge, c'est dangereux pour la santé. » Je ne grignotais pas la nuit. Je n'avais jamais grignoté la nuit. Mais encore une fois, argumenter était inutile. Elle m'a donné des horaires de repas. Petit déjeuner à 8 heures précises, déjeuner à midi, dîner à 19 heures. En dehors de ces horaires, je n'avais accès à rien. Si j'avais faim à 15 heures, tant pis. Si j'avais soif à 22 heures, je buvais l'eau du robinet de la salle de bain. Un soir, j'ai osé me plaindre à Grégoire. J'ai attendu que Nathalie soit sous la douche et je suis allée le trouver dans son bureau, l'ancienne chambre d'amis, ma chambre. « Grégoire, il faut qu'on parle. » Il tapait sur son ordinateur sans me regarder. « Oui, maman ? » Je ne peux plus vivre comme ça. Nathalie me traite comme une prisonnière. Je n'ai pas le droit de sortir, pas le droit de manger quand j'ai faim, pas le droit de... « Maman, arrête !» Il s'est enfin tourné vers moi. Son visage était fermé, dur. Nathalie fait de son mieux. Ce n'est pas facile pour elle non plus d'avoir sa belle-mère à la maison. Tu pourrais faire un effort. Un effort ? Grégoire, je suis enfermée dans un débarras. Je mange à peine. Je n'ai plus de vie. Tu exagères toujours. Tu as toujours été comme ça. Papa te le disait souvent. Ces mots m'ont coupé le souffle. Fernand ne m'avait jamais dit ça. Jamais. Fernand m'aimait. Fernand me respectait. Comment Grégoire osait-il utiliser son père contre moi ? Ton père ne m'a jamais dit ça.
Grégoire d'hausser les épaules. « Si tu le dis. Écoute, maman, je suis fatiguée. J'ai du travail. On en reparlera plus tard. » On n'en a jamais reparlé. Les mois ont continué à passer. L'hiver est arrivé, froid et sombre. Dans mon débarras sans chauffage, je grelottais sous mes couvertures. J'avais demandé un radiateur d'appoint. Nathalie avait refusé. L'électricité coûte cher, Suzanne. Mettez un pull supplémentaire. Je mettais 3 pulls. Je dormais avec mes chaussettes, mon bonnet. Et malgré tout, j'avais froid. Un froid qui s'infiltrait dans mes os, dans mon âme. J'ai commencé à perdre du poids. Mes vêtements flottaient sur moi. Mes joues se creusaient. Quand je me regardais dans le miroir de la salle de bain, je voyais une vieille femme que je ne reconnaissais pas. Une femme éteinte, vidée, brisée. Un après-midi de janvier, alors que Grégoire était au travail et que Nathalie était sortie faire du shopping, je me suis retrouvée seule dans la maison. C'était rare. Nathalie ne me laissait presque jamais seule. Comme si elle avait peur que je fouille, que je découvre quelque chose. Ce jour-là, j'ai fait ce que je n'aurais jamais osé faire autrement. J'ai fouillé. Je ne sais pas ce qui m'a poussée. Peut-être le désespoir, peut-être l'instinct de survie, peut-être la voix de Fernand dans ma tête qui me disait de me battre, de ne pas me laisser faire. Je suis entrée dans le bureau de Grégoire. La pièce était bien rangée, organisée. Un bureau en bois, un ordinateur, des classeurs sur une étagère. J'ai ouvert le premier classeur. Des factures, des relevés de compte, des documents administratifs. J'ai continué à chercher. Dans le deuxième classeur, j'ai trouvé des relevés bancaires. J'ai commencé à les parcourir, d'abord distraitement, puis avec une attention croissante. Les chiffres ne mentaient pas. L'argent de ma maison, les 300 000 € que j'avais donnés à Grégoire pour son projet immobilier, avaient disparu. Pas investi, pas placé, disparu. En quelques mois seulement. J'ai regardé les détails des transactions. Des virements vers des sites aux noms étranges. Des retraits en espèces de plusieurs milliers d'euros. Des paiements à des sociétés que je ne connaissais pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le nom d'un de ces sites. Mon sang s'est glacé quand j'ai vu les résultats. C'était un site de poker en ligne. Mon fils jouait. Mon fils était un joueur. Et il avait perdu mon argent, tout mon argent, dans des parties de cartes virtuelles. J'ai continué à fouiller, les mains tremblantes. Au fond du classeur, j'ai trouvé une enveloppe. À l'intérieur, une lettre. L'écriture était celle de Nathalie. C'était un brouillon, jamais envoyé, adressé à une certaine Valérie, qui devait être une amie. « Ma chère Valérie, tu ne vas pas croire ce qu'on a réussi à faire. La vieille est installée chez nous depuis 3 mois maintenant. Elle a vendu sa maison et nous a donné tout l'argent. 300 000 €. Grégoire a tout claqué au poker, évidemment. Mais ce n'est pas grave. Il reste autre chose. Tu te souviens que je t'ai parlé de la valise? Celle que la vieille garde toujours avec elle? Celle qu'elle ne quitte jamais? Grégoire dit que son père était notaire et qu'il cachait sûrement des choses. Des bijoux, de l'argent, des documents importants. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, mais on va trouver. Le plan est simple. On la garde ici, on la rend dépendante. Et quand elle sera assez affaiblie, on fouillera ses affaires. Elle est vieille, elle ne se défendra pas. Et si elle proteste, on la menacera de la mettre en maison de retraite. Elle a tellement peur de finir dans un de ces endroits qu'elle fera tout ce qu'on veut. Je te tiendrai au courant. Bisous, Nathalie. J'ai relu la lettre 3 fois, 4 fois. Les mots dansaient devant mes yeux. La vieille, on la rend dépendante. Elle ne se défendra pas. Tout était clair maintenant. Tout prenait sens. L'invitation à venir vivre chez eux. La pression pour vendre ma maison.
les restrictions, les humiliations, l'isolement. Ce n'était pas de la négligence, ce n'était pas de l'indifférence. C'était un plan calculé, méthodique, pour me dépouiller de tout ce que j'avais. Et au centre de ce plan, il y avait la valise de Fernand. Il savait qu'elle existait. Il savait que je la gardais précieusement. Et il voulait savoir ce qu'elle contenait. Je suis restée assise là, dans le bureau de mon fils, la lettre dans les mains, pendant je ne sais combien de temps. 1 heure peut-être, peut-être plus. J'étais paralysée par le choc, par la douleur, par la trahison. Mon fils, mon propre fils, celui que j'avais mis au monde, que j'avais élevé, que j'avais aimé de tout mon cœur pendant 38 ans. Il m'avait piégée, il m'avait utilisée. Il me considérait comme une proie, un portefeuille sur pattes, une vieille femme à exploiter. J'ai entendu une voiture se garer devant la maison. Nathalie rentrait. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe dans le classeur sur l'étagère. J'ai vérifié que tout était à sa place. Et je suis sortie du bureau, le cœur en miettes mais l'esprit étrangement clair. Ce soir-là, dans mon débarras, j'ai sorti la valise de Fernand de sous mon lit. Je l'ai posée sur mes genoux. J'ai touché le cuir usé, les fermoirs en laiton, la serrure qui n'avait pas été ouverte depuis 5 ans. La clé pendait autour de mon cou, contre ma peau, là où elle avait toujours été. « Fernand !» ai-je murmuré dans le noir. « Qu'est-ce que tu m'as laissé? Qu'est-ce que tu voulais que je trouve ?» J'ai pris la clé. J'ai hésité. Fernand m'avait dit de ne jamais ouvrir cette valise devant personne. Mais j'étais seule. Personne ne pouvait me voir. J'ai inséré la clé dans la serrure. J'ai tourné. Le déclic a résonné dans le silence comme un coup de feu. J'ai soulevé le couvercle. Et ma vie a changé pour toujours. À l'intérieur de la valise, il y avait d'abord ma robe de mariée. Elle était soigneusement pliée dans du papier de soie jauni par le temps. Je l'ai sortie délicatement, comme on sort un trésor fragile. Le satin ivoire avait un peu jauni, mais la robe était intacte. Je l'ai portée contre mon visage et j'ai respiré. Elle sentait encore le parfum de Fernand, ce mélange de tabac et d'eau de Cologne qu'il portait toujours. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, sans que je puisse les arrêter. Sous la robe, il y avait un paquet de lettres attachées par un ruban bleu. Je les ai reconnues immédiatement. C'étaient les lettres que Fernand m'avait écrites pendant son service militaire, en 1975, 1 an avant notre rencontre au bal du village. À l'époque, nous ne nous connaissions pas encore, mais Fernand écrivait à sa mère, et celle-ci me les avait données après notre mariage, en me disant que son fils avait toujours eu le cœur tendre. Fernand avait dû les récupérer plus tard et les garder précieusement. J'ai ouvert une des lettres au hasard. L'écriture de Fernand, fine et régulière, m'a sauté aux yeux. « Ma chère maman, aujourd'hui il pleut sur la caserne et je pense à la maison. Je pense au jardin, aux roses que tu cultives, au chat qui dort sur le rebord de la fenêtre. Je me demande si un jour je trouverai une femme qui me rendra aussi heureux que papa te rend heureuse. Une femme douce, gentille, qui sentira bon le savon et la lavande. Une femme que j'aimerais jusqu'à mon dernier souffle. » J'ai refermé la lettre. C'était trop douloureux, trop beau. Fernand avait trouvé cette femme. Il m'avait trouvé, moi. Et il m'avait aimé jusqu'à son dernier souffle, comme il l'avait promis à sa mère, 45 ans plus tôt. Sous les lettres, il y avait notre album de mariage. Un petit album relié en cuir bordeaux, avec nos initiales gravées en doré sur la couverture. S et F entrelacées. Suzanne et Fernand. Je l'ai ouvert et j'ai regardé les photos. Nous étions si jeunes,
si plein d'espoir. Fernand dans son costume gris, moi dans ma robe de mariée, celle-là même que je tenais dans mes mains. Nous sourions à l'objectif, inconscients de tout ce qui nous attendait, les joies et les peines, les naissances et les deuils, les années de bonheur tranquille et cette fin terrible où je me retrouvais seule, enfermée dans un débarras par mon propre fils. Et puis, tout au fond de la valise, il y avait une grande enveloppe Kraft. Elle était épaisse, lourde. Mon nom était écrit dessus. De l'écriture de Fernand. Suzanne. Juste mon prénom. Rien d'autre. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents. Des actes notariés, des relevés bancaires, des certificats officiels, avec des tampons et des signatures. Et une lettre pliée en 3, sur du papier à en-tête de l'étude notariale de Fernand. J'ai déplié la lettre et j'ai commencé à lire. Ma Suzanne bien-aimée, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là et que tu en as besoin. J'aurais voulu te dire tout cela de vive voix, mais je sais que le temps me manquera. La maladie avance plus vite que mes mots. Pendant 40 ans, j'ai gardé un secret. Pas par méfiance envers toi, jamais. Tu es la femme de ma vie, mon âme sœur, mon tout. Mais je voulais te protéger. Te protéger de la cupidité des autres, de ceux qui pourraient se vouloir profiter de toi quand je ne serai plus là pour te défendre. Tu te souviens de ces week-ends où je partais pour des affaires, ces rendez-vous mystérieux dont je ne parlais jamais? Tu n'as jamais posé de questions. Tu m'as fait confiance. Et j'espère que cette confiance sera récompensée aujourd'hui. Voici la vérité, ma Suzanne. Pendant 40 ans, j'ai investi discrètement dans l'immobilier. Des petits appartements au début, puis des locaux commerciaux, puis des immeubles entiers. J'achetais quand les prix étaient bas, je rénovais, je louais. Tout cela sous le nom d'une société que j'ai créée pour toi, rien que pour toi. La société s'appelle SB Patrimoine. S pour Suzanne. B pour Barrier. Dans cette enveloppe, tu trouveras tous les documents. Les actes de propriété, les baux, les relevés de compte de la société. Tout est légal. Tout est en règle. J'ai toujours été un homme honnête, tu le sais. Aujourd'hui, SB Patrimoine possède 12 biens immobiliers. 4 appartements à Lyon, 3 à Nice, 2 à Paris et 3 locaux commerciaux dans différentes villes. La valeur totale estimée est de 4 200 000 €. Les loyers annuels s'élèvent à environ 180 000 €. Tu es riche, ma Suzanne. Tu es millionnaire. Et personne ne le sait. Personne sauf toi et Maître Delacroix, mon associé et ami, qui gère la société depuis mon bureau de Lyon. Il a tous les documents originaux. Il t'attend. Quand tu seras prête, va le voir. Il t'expliquera tout. Je ne t'ai jamais parlé de cet argent parce que je voulais que tu vives normalement, sans le poids de la richesse, sans attirer les convoitises. Mais surtout, je voulais te laisser une porte de sortie, une sécurité absolue pour le jour où tu en aurais besoin. Ce jour est peut-être arrivé, ma Suzanne. Si tu lis cette lettre, c'est que quelque chose ne va pas. C'est que tu as besoin d'aide, de protection, de liberté. Alors prends cet argent, prends cette liberté. Et vis. Vis pour moi, pour nous, pour tout ce que nous avons partagé. Je t'aime. Je t'ai aimé dès le premier regard, au bal du village, quand tu portais cette robe blanche à fleurs. Je t'ai aimé chaque jour de notre vie commune, et je t'aimerai encore, de là où je serai, jusqu'à ce que tu me rejoignes. Mais pas tout de suite, ma Suzanne, pas tout de suite. Tu as encore des années devant toi. Des années de soleil, de mer, de liberté. Prends-les. Tu les mérites. Pour toujours, ton Fernand. J'ai relu la lettre 3 fois.
4 fois. Les mots dansaient devant mes yeux, brouillés par les larmes. 4 millions d'euros. J'étais propriétaire de 12 biens immobiliers. Je recevais 180 000 euros de loyer par an. J'étais riche, millionnaire. Et pendant tout ce temps, pendant ces mois d'humiliation et de souffrance, j'aurais pu partir. J'aurais pu m'acheter une maison, un appartement, n'importe quoi. J'aurais pu vivre dignement, librement. Mais je ne savais pas. Fernand avait gardé ce secret pour me protéger. Et ce secret m'avait protégé? Ouais. Mais il m'avait aussi laissé vulnérable face à la cruauté de mon propre fils. J'ai regardé les documents. Les actes de propriété étaient là, authentiques, tamponnés, signés. Les relevés de compte montraient des sommes vertigineuses. Tout était réel, tout était vrai. J'ai refermé la valise. J'ai remis la clé autour de mon cou. Et je suis restée assise dans le noir pendant des heures, à réfléchir. Ma première impulsion a été de partir immédiatement, de faire ma valise, d'appeler un taxi, de quitter cette maison maudite et de ne jamais revenir. J'avais les moyens maintenant. Je pouvais aller n'importe où, faire n'importe quoi. Mais quelque chose me retenait, une question qui me taraudait, qui me brûlait de l'intérieur. Qui était vraiment mon fils? Je connaissais Grégoire depuis 38 ans. Je l'avais vu grandir, évoluer, devenir un homme. J'avais cru le connaître. J'avais cru qu'au fond de lui, malgré l'influence de Nathalie, il restait quelque chose du petit garçon que j'avais élevé. Quelque chose de bon, de pur, d'aimant. Mais était-ce vrai? Ou n'était-ce qu'une illusion, un espoir de mère aveuglé par l'amour? J'ai pris une décision cette nuit-là. Je n'allais pas partir tout de suite. J'allais rester. J'allais observer. J'allais tester Grégoire, lui donner une dernière chance de me prouver qu'il était encore mon fils, qu'il m'aimait encore, qu'il n'était pas complètement perdu. Et si je me trompais, si Grégoire était vraiment devenu le monstre que Nathalie avait façonné, alors je partirais. Mais au moins, je saurais avec certitude que j'avais tout essayé, que j'avais donné toutes les chances possibles à mon enfant. Le lendemain matin, je suis sortie de mon débarras à 8 heures précises, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé en moi. Je me tenais plus droite, je regardais les gens dans les yeux. Je n'avais plus peur. Nathalie était dans la cuisine, en train de boire son café. Quand elle m'a vue entrer, elle a froncé les sourcils. « Bonjour Nathalie, vous avez bien dormi ?» Ma voix était calme, posée, presque joyeuse. Nathalie m'a regardé sort avec méfiance. « Ça va, Suzanne? Vous avez l'air bizarre ce matin. » « Bizarre? Non, je vais très bien. Mieux que jamais, en fait. » Elle a plissé les yeux. Elle sentait que quelque chose avait changé, mais elle ne savait pas quoi. Et cette incertitude, je la voyais dans son regard, me donnait une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai pris mon petit déjeuner, la portion misérable qu'elle m'avait préparée, et je l'ai mangé en souriant. Puis je suis retournée dans mon débarras et j'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite, c'est appeler Maître Delacroix. J'ai attendu que Nathalie et Grégoire soient sortis, puis j'ai composé le numéro de l'étude notariale à Lyon. Étude Delacroix, bonjour. Bonjour, je suis Suzanne Barrier. Je crois que Maître Delacroix m'attend. Un silence, puis une voix masculine, chaude et rassurante. Madame Barrier, enfin, j'attendais votre appel depuis 5 ans. Maître Delacroix m'a tout expliqué. Les investissements de Fernand, la structure de la société, les revenus locatifs, tout. Il m'a confirmé que j'étais bien propriétaire de tout, que l'argent était bien là, que je pouvais en disposer comme je le souhaitais. Votre mari,
était un homme remarquable, Madame Barrier. Il a tout prévu, tout anticipé. Il voulait que vous soyez protégée, quoi qu'il arrive. J'ai pleuré au téléphone. Des larmes de gratitude, d'amour, de soulagement. Merci, maître. Merci pour tout. Ne me remerciez pas. Remerciez Fernand. Et maintenant, Madame Barrier, qu'allez-vous faire? J'ai réfléchi un instant. Pour l'instant, rien. Je vais attendre. Observer. Mais quand je serai prête, je vous appellerai. Je serai là, madame. Prenez votre temps. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire. Un sourire de femme libre. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Je vivais une double vie. Extérieurement, rien n'avait changé. Je dormais toujours dans mon débarras. Je mangeais toujours mes portions misérables. Je subissais toujours les remarques de Nathalie, ses ordres, son mépris. Mais intérieurement, tout était différent. Je n'étais plus une victime. J'étais une observatrice, une scientifique qui étudie des spécimens sous un microscope. Je regardais Nathalie différemment maintenant. Je voyais ses manœuvres, ses manipulations, ses petits jeux de pouvoir. Et au lieu de me blesser, il me fascinait. Comment une femme pouvait-elle être aussi calculatrice, aussi froide, aussi dénuée d'empathie? Comment mon fils avait-il pu tomber amoureux d'une telle personne? Je regardais Grégoire aussi. Je cherchais en lui des traces du petit garçon que j'avais élevé. Parfois, je croyais en apercevoir. Un regard furtif quand Nathalie me parlait mal, un geste hésitant quand il me croisait dans le couloir. Mais ces moments étaient rares, trop rares. La plupart du temps, Grégoire m'ignorait. Il vivait sa vie comme si je n'existais pas, comme si je n'étais qu'un meuble encombrant qu'on tolère faute de pouvoir s'en débarrasser. Un soir, environ 3 semaines après ma découverte, j'ai surpris une conversation. J'étais dans mon débarras, la porte légèrement entr'ouverte pour laisser entrer un peu d'air. Nathalie et Grégoire parlaient dans le couloir, à voix basse, pensant que je dormais. « Il faut qu'on fasse quelque chose pour cette valise », disait Nathalie. « Ça fait des mois qu'on attend. Elle ne la quitte jamais. »« Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas la lui arracher des mains. »« Tu es son fils, Grégoire. Tu pourrais lui demander gentiment. Lui dire que tu veux voir les souvenirs de ton père. Jouer sur l'émotion. » Un silence, puis la voix de Grégoire, hésitante. « Je ne sais pas, Nathalie. C'est ma mère quand même. Ta mère qui nous coûte une fortune en nourriture et en électricité. Ta mère qui occupe de l'espace dans notre maison. Ta mère qui refuse de nous donner ce qui nous revient de droit. Ce qui nous revient de droit, elle nous a déjà donné 300 000 €. Et alors, tu as tout perdu au poker, je te rappelle. On est dans la merde, Grégoire. Les créanciers appellent tous les jours. Si on ne trouve pas d'argent rapidement, on va perdre la maison. Mon sang s'est glacé. Perdre la maison. Les choses étaient donc si graves. Grégoire avait non seulement perdu mon argent, mais il avait continué à jouer, à s'endetter, à creuser le trou. « Écoute, » a repris Nathalie, « ton anniversaire est dans 2 semaines. On va organiser une fête. On invitera des amis, de la famille. Et pendant la soirée, on trouvera un moyen de fouiller ses affaires. Elle sera occupée. Elle ne se méfiera pas. Et si elle nous surprend? Alors on passera au plan B. On lui fait comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue ici. On la met dehors et on garde la valise. » La mettre dehors? Nathalie, c'est ma mère. C'est ta mère qui a de l'argent caché quelque part. De l'argent qui devrait être à toi, à nous. Tu préfères quoi? Protéger une vieille femme ou sauver notre couple? Le silence qui a suivi était lourd, pesant. J'attendais la réponse de Grégoire, le cœur battant.
D'accord, a-t-il fini par dire. On fait comme tu dis. J'ai fermé les yeux. La dernière lueur d'espoir que je gardais pour mon fils venait de s'éteindre. Il avait choisi. Il avait choisi Nathalie, l'argent, sa propre lâcheté. Il m'avait abandonné une fois de plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée allongée dans le noir, à réfléchir, à planifier. Ils voulaient me voler ma valise. Ils voulaient me mettre dehors. Très bien, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils ne savaient pas que la vieille femme qu'ils méprisaient était millionnaire. Ils ne savaient pas que j'avais toutes les cartes en main. J'ai décidé de jouer le jeu, de les laisser organiser leur petite fête, leur petit piège. Et au moment où ils penseraient avoir gagné, je leur montrerai qui j'étais vraiment. Les 2 semaines suivantes, j'ai observé les préparatifs de la fête et avec un détachement amusé. Nathalie courait partout, passait des commandes chez le traiteur, envoyait des invitations, choisissait la décoration. Elle voulait que tout soit parfait. 40 invités, champagne, petit four, orchestre de jazz. Une fête somptueuse pour célébrer les 40 ans de Grégoire. 40 ans. Mon fils avait 40 ans. Je me souvenais du jour de sa naissance comme si c'était hier. La douleur de l'accouchement, le premier cri, le premier regard. Fernand qui pleurait de joie en tenant ce petit être fragile dans ses bras. Nous étions si heureux, si pleins d'espoir pour l'avenir. Qu'est-ce qui avait mal tourné? À quel moment mon fils était-il devenu cet homme faible, cupide, prêt à sacrifier sa propre mère pour de l'argent? Je ne le savais pas. Je ne le saurais peut-être jamais. Le jour de la fête est arrivé. C'était un samedi soir de mars. Le printemps commençait à pointer, les arbres bourgeonnaient, l'air était doux. Une belle soirée pour une fête, une belle soirée pour une révélation. Je me suis préparée soigneusement. J'ai mis ma plus belle robe, une robe bleu marine, que Fernand m'avait offerte pour notre 40e anniversaire de mariage. J'ai coiffé mes cheveux, mis un peu de maquillage. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme digne, élégante, prête à se battre. J'ai glissé la clé de la valise sous ma robe, contre ma peau, et j'ai descendu rejoindre les invités. Le salon était méconnaissable. Des guirlandes de lumière, des ballons dorés, des tables couvertes de nappes blanches et de vaisselle fine. Les invités arrivaient par petits groupes, embrassaient Nathalie, serraient la main de Grégoire, déposaient des cadeaux sur une table prévue à cet effet. Personne ne me regardait. J'étais invisible, comme d'habitude. La vieille belle-mère qu'on tolère dans un coin. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai observé. Les heures passaient. Les gens buvaient, riaient, dansaient. Nathalie rayonnait dans sa robe rouge, accrochée au bras de Grégoire comme un trophée. Elle jouait parfaitement son rôle de maîtresse de maison, d'épouse parfaite, de femme du monde. Vers 22 heures, j'ai remarqué quelque chose. Nathalie avait disparu. Et Grégoire aussi. Je me suis levée discrètement et j'ai quitté le salon. Le couloir était silencieux. J'ai marché vers ma chambre, le débarras au fond du couloir. La porte était entr'ouverte. De la lumière filtrait à travers. Je me suis approchée sans faire de bruit. Et j'ai regardé. Nathalie était à genoux devant mon lit. Elle avait sorti ma valise de sous le matelas et essayait de l'ouvrir. Grégoire était debout derrière elle, nerveux, jetant des regards vers la porte. « Dépêche-toi !» disait-il. « Elle va revenir. La serrure est solide. Il me faut la clé. Elle la porte toujours autour du cou. On ne peut pas la lui prendre. » Nathalie s'est relevée, frustrée. « Alors on force. Va chercher un tournevis. » Forcer? Et si on casse ce qu'il y a à l'intérieur? On s'en fout, Grégoire. On veut savoir ce qu'il y a dedans.
Après, on avisera. J'ai senti la colère monter en moi. Une colère froide, maîtrisée, mais intense. Ces deux personnes, mon fils et sa femme, étaient en train de fouiller mes affaires, de violer mon intimité, de profaner les souvenirs de Fernand. J'aurais pu intervenir à ce moment-là. J'aurais pu entrer dans la chambre, les confronter, leur dire que je savais tout. Mais non, j'ai décidé d'attendre. J'avais une meilleure idée. Je suis retournée au salon. J'ai attendu que Nathalie et Grégoire reviennent, l'air de rien, comme s'ils n'avaient rien fait. Nathalie avait un sourire satisfait sur le visage. Elle pensait avoir trouvé quelque chose. Elle ne savait pas que j'avais tout vu. La soirée a continué. Les discours ont commencé. Les amis de Grégoire ont raconté des anecdotes, levé leurs verres, fait des blagues. Puis c'était au tour de Nathalie. Elle s'est levée, un verre de champagne à la main, et a tapé doucement sur le cristal pour attirer l'attention. « Mes chers amis, merci d'être venus ce soir pour célébrer les 40 ans de mon merveilleux mari. » Des applaudissements, des sourires. Grégoire est l'homme de ma vie. Il est intelligent, généreux, aimant, et surtout, il a un cœur d'or. J'ai failli éclater de rire. Un cœur d'or. L'homme qui avait volé l'argent de sa mère pour le perdre au poker. L'homme qui laissait sa femme me traiter comme une servante. L'homme qui venait d'essayer de forcer ma valise. Je veux aussi remercier une personne très spéciale ce soir, a continué Nathalie. Ma belle-mère, Suzanne. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Suzanne vit avec nous depuis quelques mois maintenant. Elle a fait des sacrifices pour nous aider, pour nous soutenir. Et ce soir, je voulais lui rendre hommage. Elle me regardait avec ce sourire faux, ce sourire de serpent. Je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle préparait le terrain. Elle voulait me piéger devant tout le monde. D'ailleurs, Suzanne, j'ai une question pour vous. Le silence est tombé sur la salle. Tout le monde attendait. Cette valise que vous gardez toujours avec vous, celle de votre défunt mari. Nous sommes tous curieux de savoir ce qu'elle contient. Des souvenirs de famille, peut-être? Des choses que Grégoire aimerait voir? C'était un piège grossier, évident. Elle voulait me mettre sous pression, me forcer à révéler ce que contenait la valise devant tous ces témoins. J'ai senti les regards sur moi. L'attente, la curiosité malsaine. J'aurais pu me taire. J'aurais pu dire que c'était des affaires personnelles, que ça ne regardait personne. Mais quelque chose en moi s'est réveillé. La femme forte que Fernand avait aimée. La femme qui avait survécu à tant d'épreuves. La femme qui en avait assez de se taire. Je me suis levée lentement. J'ai lissé ma robe. Et j'ai parlé d'une voix claire et calme. « Vous voulez savoir ce qu'il y a dans ma valise, Nathalie ?» Elle a hoché la tête, son sourire toujours en place. « Très bien, allons la chercher ensemble. » J'ai traversé le salon sous les regards des invités. Nathalie m'a suivi, puis Grégoire, puis quelques curieux. Nous sommes arrivés devant mon débarras. J'ai ouvert la porte. La valise était là, sur le lit, là où Nathalie l'avait laissée après avoir échoué à l'ouvrir. « Vous l'avez déjà sortie, je vois. » ai-je dit d'une voix neutre. « Vous avez essayé de l'ouvrir pendant la fête, n'est-ce pas ?» Le visage de Nathalie s'est figé. Grégoire est devenu blanc. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » a bafouillé Nathalie. « Vraiment ? Alors pourquoi la valise est-elle sur le lit, au lieu d'être sous le matelas, où je la range toujours ?» Le silence était assourdissant. Les invités qui nous avaient suivis échangeaient des regards gênés. « Peu importe, » ai-je continué. « Vous vouliez voir ce qu'il y a dedans. Alors regardons ensemble. »
J'ai sorti la clé de sous ma robe. J'ai inséré dans la serrure. J'ai tourné. Le déclic a résonné dans le silence. J'ai ouvert la valise. J'ai sorti ma robe de mariée, soigneusement pliée. Je l'ai tenue devant moi. Voici ma robe de mariée. Celle que je portais le jour où j'ai épousé Fernand, il y a 45 ans. Nathalie a regardé la robe avec mépris. Une vieille robe jaunie. C'est ça votre trésor? J'ai souri. Attendez, ce n'est pas tout. J'ai sorti les lettres d'amour. Je les ai montrées. Voici les lettres que Fernand m'écrivait pendant son service militaire. Des mots d'amour, d'espoir, de tendresse. Nathalie a ri. Un rire dur, méchant. Des papiers moisis. Vraiment, Suzanne, vous nous faites perdre notre temps. Vraiment. J'ai plongé ma main dans la valise et j'ai sorti l'enveloppe Kraft. Alors que pensez-vous de ceci? J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai sorti les documents et je les ai tendus à Nathalie. Lisez. Elle a pris les papiers, elle a commencé à lire. Et lentement, très lentement, son sourire a disparu. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Grégoire en s'approchant. Nathalie ne répondait pas. Elle feuilletait les documents, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. « Ce sont des actes de propriété ?» ai-je dit d'une voix calme. 12 biens immobiliers, 4 appartements à Lyon, 3 à Nice, 2 à Paris, 3 locaux commerciaux. Valeur totale estimée 4 200 000 €. Le silence était total. Les invités nous regardaient, pétrifiés. « Votre beau-père était notaire ?» ai-je continué. « Pendant 40 ans, il a investi discrètement dans l'immobilier. Il a tout mis à mon nom, dans une société qu'il a créée pour moi. Et il ne l'a jamais dit à personne, pas même à Grégoire. » Grégoire s'est approché. Il a arraché les documents des mains de Nathalie. Il les a lus, relus, les mains tremblantes. « Maman, c'est vrai ?» « Oui, Grégoire, c'est vrai. Je suis millionnaire. Et je le suis depuis la mort de ton père, il y a 5 ans. Le visage de mon fils s'est décomposé. Nathalie, elle, avait viré au rouge. « Vous nous avez menti !» a-t-elle crié. « Pendant tout ce temps, vous aviez de l'argent et vous nous avez laissé croire que vous étiez pauvre. » Je ne vous ai jamais menti. Vous ne m'avez jamais demandé si j'avais de l'argent. Vous avez supposé que j'étais pauvre parce que je vivais simplement. Vous m'avez traité comme si je n'avais aucune valeur, parce que vous pensiez que je n'avais rien à offrir. J'ai fait un pas vers Nathalie. Vous m'avez mise dans un débarras. Vous m'avez rationnée comme un animal. Vous m'avez humiliée, insultée, méprisée. Et tout ça pourquoi? Pour 300 000 € que vous avez perdus au poker. Nathalie a reculé. Oui, je sais tout. Je sais que Grégoire joue. Je sais qu'il a perdu mon argent. Je sais que vous êtes endetté jusqu'au cou. J'ai trouvé la lettre que vous avez écrite à votre amie Valérie. Celle où vous expliquez votre plan pour me dépouiller. Les invités murmuraient. Certains sortaient leur téléphone. D'autres se dirigeaient vers la sortie, mal à l'aise. Vous pensiez que j'étais une vieille femme faible et stupide. Vous pensiez pouvoir me manipuler, me voler, me jeter quand vous n'auriez plus besoin de moi. Mais vous vous êtes trompé. J'ai regardé Grégoire, mon fils, mon enfant, l'homme qu'il était devenu. Tu étais tout pour moi, Grégoire. J'aurais donné ma vie pour toi. Mais toi, tu m'as vendu pour de l'argent. Tu m'as laissé souffrir sans rien dire. Tu as choisi ta femme plutôt que ta mère. Des larmes coulèrent sur ses joues. Maman, je suis désolée. C'est trop tard pour les excuses, Grégoire. Beaucoup trop tard. J'ai ramassé mes affaires. J'ai remis la robe de mariée, les lettres, les documents dans la valise. J'ai refermé le couvercle. J'ai appelé un taxi avant de descendre.
Il m'attend dehors. Je me suis dirigée vers la porte. Nathalie s'est jetée devant moi. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Cet argent devrait être à nous. Grégoire est votre fils. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Grégoire était mon fils. Maintenant, il n'est plus rien. Et je suis partie. Le taxi m'attendait devant la maison, moteur allumé, comme je l'avais demandé. J'ai ouvert la portière. J'ai posé ma valise sur le siège à côté de moi. Et j'ai dit au chauffeur de démarrer. Il m'a regardé dans le rétroviseur, a vu mon visage déterminé et n'a pas posé de questions. La voiture s'est éloignée lentement de cette maison où j'avais tant souffert et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Ce chapitre de ma vie était terminé. Nous avons roulé pendant une vingtaine de minutes dans les rues silencieuses de la banlieue lyonnaise. Le chauffeur m'a déposé devant un hôtel du centre-ville, un établissement modeste mais propre que j'avais repéré quelques jours plus tôt lors d'une de mes rares sorties autorisées. J'ai payé la course, j'ai pris ma valise et je suis entrée dans le hall. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux roux, m'a accueillie avec un sourire professionnel. J'ai demandé une chambre pour la nuit. Peut-être plusieurs nuits. Je n'étais pas encore sûre. Elle m'a tendu une clé magnétique et m'a indiqué l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, j'étais seule dans une chambre impersonnelle mais confortable, avec un vrai lit, une vraie fenêtre et une vraie porte que je pouvais fermer à clé de l'intérieur. Je me suis assise sur le lit et j'ai respiré profondément. L'adrénaline retombait peu à peu, laissant place à une fatigue immense. Mes mains tremblaient encore. Mon cœur battait trop vite. Mais quelque part au fond de moi, il y avait autre chose. Un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis d'un mois, peut-être des années. La fierté. J'avais tenu tête à Nathalie. J'avais dit la vérité devant tout le monde. J'avais repris le contrôle de ma vie. Mon téléphone a sonné. C'était Grégoire. J'ai regardé l'écran un long moment, hésitant à répondre. Finalement, j'ai décroché. Sa voix était étranglée par les sanglots, méconnaissable. Il me suppliait de revenir, de lui pardonner, de lui donner une autre chance. Il disait qu'il m'aimait, qu'il avait fait des erreurs, qu'il était prêt à changer. Nathalie criait en arrière-plan, des mots que je ne comprenais pas, des accusations, des insultes. J'ai écouté pendant quelques secondes. Puis j'ai dit d'une voix calme que je ne reviendrais pas, que c'était fini, qu'il devait maintenant assumer les conséquences de ses choix. Et j'ai raccroché. Il a rappelé aussitôt. Puis encore. J'ai fini par éteindre mon téléphone et je l'ai posé sur la table de nuit. Le silence qui a suivi était apaisant, presque sacré. Pour la première fois depuis des mois, personne ne me donnait d'ordre, personne ne me surveillait, personne ne me méprisait. J'étais seule avec moi-même, avec mes souvenirs, avec la valise de Fernand posée au pied du lit. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Delacroix. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, la confrontation, la révélation, mon départ. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il m'a dit qu'il était fier de moi, que Fernand aurait été fier de moi, et qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Il m'a donné rendez-vous à son étude le surlendemain, pour faire le point sur ma situation financière, et commencer les démarches nécessaires pour prendre le contrôle de mes biens. J'ai accepté avec soulagement. Enfin, quelqu'un était de mon côté. Enfin, j'avais un allié. Les jours suivants ont été un tourbillon de rendez-vous, de signatures, de découvertes. Maître Delacroix m'a présenté les 12 propriétés une par une, avec photos, descriptions, historiques des loyers. Certaines étaient des appartements modestes, dans des quartiers populaires.
D'autres étaient des locaux commerciaux, bien situés qui rapportèrent des loyers substantiels. Au total, mes revenus locatifs s'élevaient à plus de 15 000 € par mois. 15 000 €! Moi qui avais vécu pendant des mois avec des portions de légumes vapeur et un lit de camp dans un débarras, je possédais un patrimoine immobilier qui me permettait de vivre confortablement pour le reste de mes jours. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom. Un vrai compte. Pas un compte joint. Pas un compte contrôlé par quelqu'un d'autre. J'ai fait transférer les loyers sur ce compte. J'ai commencé à recevoir des relevés, avec des chiffres qui me donnaient le vertige. Et peu à peu, j'ai compris que ma vie avait vraiment changé, que je n'étais plus la femme qu'on pouvait piétiner, humilier, exploiter. J'étais Suzanne Barrier, 67 ans, veuve, millionnaire et libre. Mais la liberté avait un prix. Les nouvelles de Grégoire et Nathalie me parvenaient par bribes, à travers des messages que je ne lisais pas toujours, des appels que je ne décrochais jamais. J'ai appris par Maître Delacroix, qui avait ses sources, que la fête d'anniversaire s'était terminée en désastre. Après mon départ, les invités avaient rapidement pris congé, mal à l'aise, choqués par ce qu'ils avaient vu et entendu. Certains avaient filmé la scène avec leur téléphone. En quelques heures, des extraits de la confrontation circulaient sur les réseaux sociaux, partagés par des inconnus qui commentaient l'histoire de cette belle-mère maltraitée par son fils et sa belle-fille Cupide. Nathalie était furieuse. Elle avait essayé de faire retirer les vidéos, mais c'était trop tard. L'histoire avait pris une vie propre. Des journalistes locaux s'y intéressaient, des voisins témoignaient. La réputation de Grégoire et Nathalie était en lambeaux. Leur maison, celle qu'ils avaient achetée avec l'argent de ma maison vendue, était menacée de saisie. Les créanciers se faisaient de plus en plus pressants. Le château de cartes qu'ils avaient construit sur mes économies s'effondrait. Une semaine après mon départ, j'ai reçu une lettre de Nathalie. Elle était longue, écrite à la main, pleine de reproches et de justifications. Elle m'accusait d'avoir détruit leur vie, d'avoir humilié son mari devant ses amis, d'avoir révélé des secrets qui auraient dû rester privés. Elle ne s'excusait pas. Elle ne reconnaissait rien. Elle exigeait que je lui donne de l'argent pour rembourser leurs dettes, arguant que c'était mon devoir de mère, que Grégoire était mon seul enfant, que je ne pouvais pas le laisser sombrer. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai déchirée en petits morceaux, et je l'ai jetée à la poubelle. Ces gens n'avaient aucune honte, aucune conscience, aucune limite. Ils m'avaient maltraité pendant des mois, et maintenant ils me demandent de les sauver. C'était grotesque, c'était pathétique, et c'était terminé. 2 semaines plus tard, j'ai pris une décision importante. J'ai contacté un notaire de Nice, une ville que j'avais toujours aimée, une ville où le soleil brillait presque toute l'année, où la mer était bleue et calme, où je pourrais recommencer ma vie loin de Lyon, loin des souvenirs, loin de la douleur. J'ai visité plusieurs appartements et j'en ai trouvé un qui m'a tout de suite plu. 3 pièces au 5e étage d'un immeuble ancien avec une vue magnifique sur la Méditerranée. Un balcon où je pourrais prendre mon café le matin et des voisins discrets qui me saluaient poliment, sans poser de questions. J'ai acheté cet appartement content, avec l'argent de mes loyers accumulés. J'ai fait venir mes affaires de Lyon, le peu que j'avais emporté dans ma fuite. J'ai acheté des meubles neufs, des draps propres, des rideaux clairs qui laissaient entrer la lumière. J'ai accroché au mur une photo de Fernand, la seule que j'avais gardée, celle où il souriait en me regardant le jour de notre 40e anniversaire de mariage. Et j'ai rangé la valise de cuir marron dans mon armoire, à sa place, là où elle resterait pour toujours.
1 mois après mon installation à Nice, j'ai reçu une dernière nouvelle de Lyon. Maître Delacroix m'a appelé pour m'informer que Grégoire et Nathalie avaient éperdu leur maison. Elle avait été saisie par les créanciers et vendue aux enchères. Ils vivaient maintenant dans un petit appartement en banlieue. 2 pièces sombres au rez-de-chaussée d'un immeuble vétuste. Grégoire avait perdu son travail à la banque, licencié pour faute grave, après que ses problèmes de jeu avaient été découverts par sa hiérarchie. Nathalie avait demandé le divorce et était retournée vivre chez ses parents, humiliée, ruinée, abandonnée. J'ai écouté ces nouvelles sans ressentir de joie, sans ressentir de tristesse non plus. Juste une sorte de vide, une acceptation calme de ce qui devait arriver. Ils avaient semé la cruauté, ils récoltèrent la misère. C'était la loi de la vie, implacable mais juste. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné? Auriez-vous aidé votre fils malgré tout? Dites-le-moi dans les commentaires. J'aimerais connaître votre avis. Ce soir-là, assise sur mon balcon à Nice, regardant le soleil se coucher sur la mer, j'ai pensé à Fernand. J'ai pensé à tout ce qu'il m'avait donné, non seulement l'argent et les propriétés, mais surtout l'amour, la confiance, la force de me relever quand tout semblait perdu. Il avait prévu tout cela, d'une certaine manière. Il savait que j'aurais besoin d'une porte de sortie un jour, et il me l'avait laissée, cachée dans une vieille valise en cuir, attendant que je la découvre au moment où j'en aurais le plus besoin. « Merci, Fernand », ai-je murmuré dans le vent du soir. « Merci de m'avoir sauvée, encore une fois. » 8 mois ont passé depuis cette soirée terrible où j'ai quitté la maison de mon fils, avec ma valise à la main et ma dignité retrouvée. 8 mois pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement, à respirer librement, à me réveiller chaque matin, sans cette boule d'angoisse qui me serrait la gorge pendant si longtemps. Mon appartement à Nice est devenu mon refuge, mon sanctuaire, l'endroit où je peux enfin être moi-même, sans craindre le jugement, le mépris ou l'humiliation. Je prends mon café sur le balcon chaque matin, en regardant la mer scintiller sous le soleil méditerranéen. J'écoute le cri des mouettes et le bruit lointain des vagues, et je me dis que la vie peut être belle quand on se donne le droit de la vivre pleinement. J'ai recommencé à sortir, à voir des gens, à nouer des amitiés nouvelles. Il y a Marguerite, ma voisine du 4e étage, une ancienne institutrice de 72 ans, qui a perdu son mari il y a 3 ans, et qui comprend ce que signifie reconstruire sa vie après un deuil. Nous prenons le thé ensemble presque tous les après-midi. Nous parlons de tout et de rien, de nos lectures, de nos souvenirs, de nos espoirs pour les années qui nous restent. Il y a aussi Henri, le propriétaire de la petite librairie au coin de la rue. Un homme cultivé et discret qui me recommande des romans que je dévore sur mon balcon les soirs d'été. Ces personnes ne me connaissaient pas avant. Elles ne savent rien de mon passé douloureux. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Un nouveau départ. Une page blanche sur laquelle écrire une histoire différente. J'ai appris ce qui est arrivé à Grégoire et Nathalie par les nouvelles que Maître Delacroix me transmet de temps en temps, même si je ne les demande pas vraiment. Leur divorce a été prononcé il y a 4 mois, dans l'amertume et les accusations mutuelles. Nathalie vit maintenant chez ses parents dans la banlieue de Grenoble. Elle travaille comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Et elle a perdu cette arrogance qui la caractérisait autrefois, remplacée par une aigreur permanente qui éloigne tous ceux qui l'approchent. Quant à Grégoire, il habite toujours dans ce petit appartement sombre de la banlieue lyonnaise. Il a trouvé un emploi modeste dans un cabinet comptable et il suit une thérapie
pour son addiction au jeu. Il m'écrit parfois des lettres que je reçois mais que je n'ouvre pas toujours, des mots d'excuses et de regrets que je ne suis pas encore prête à lire. Je ne sais pas si je lui pardonnerai un jour. Le pardon est un mot compliqué, un processus long et douloureux que je ne peux pas forcer. Ce que je sais, c'est que je ne le déteste plus. La colère qui me consumait pendant ces mois de souffrance s'est peu à peu transformée en quelque chose de plus calme, une sorte d'acceptation triste de ce qui s'est passé et de ce qui ne pourra jamais être réparé. Grégoire était mon fils, il le reste biologiquement, mais l'enfant que j'ai élevé, le petit garçon aux yeux bleus qui me serrait dans ses bras en me disant qu'il m'aimait, cet enfant-là n'existe plus depuis longtemps, remplacé par un homme que je ne reconnais pas et que je ne suis pas sûre de vouloir connaître. La semaine dernière, alors que je me promenais sur la promenade des Anglais, j'ai croisé une femme assise sur un banc qui pleurait silencieusement. Elle avait mon âge, peut-être un peu plus, et quelque chose dans son regard m'a rappelé ma propre détresse il y a moins d'1 an, quand j'étais assise sur ce banc glacé devant la maison de mon fils, abandonnée sous la pluie avec mes affaires éparpillées autour de moi. Je me suis approchée doucement et je lui ai demandé si elle allait bien, si elle avait besoin d'aide, si elle voulait parler. Elle m'a regardée avec des yeux remplis de larmes et elle m'a raconté son histoire, une histoire qui ressemblait tellement à la mienne que j'en ai eu le souffle coupé. Son fils aussi l'avait rejetée. Sa belle-fille aussi l'avait humiliée. Elle aussi avait tout donné pour se retrouver avec rien. Je l'ai écoutée pendant plus d'1 heure, assise à côté d'elle sur ce banc face à la mer, tenant sa main dans la mienne pendant qu'elle vidait son cœur de toute cette douleur accumulée. Et quand elle a eu fini de parler, je lui ai raconté ma propre histoire, sans rien cacher, sans rien embellir, avec toute la vérité de ce que j'avais vécu et de ce que j'avais surmonté. Elle m'a regardée, avec des yeux écarquillés, incrédule, et elle m'a demandé comment j'avais fait pour m'en sortir, comment j'avais trouvé la force de partir, de me relever, de recommencer. Je lui ai répondu que la force était en elle aussi, qu'elle l'avait toujours eue, sans le savoir, et qu'il lui suffisait de décider qu'elle méritait mieux pour que tout change. Nous nous voyons régulièrement maintenant, cette femme et moi. Elle s'appelle Odette, elle a 69 ans, et elle a fini par quitter la maison de son fils pour s'installer dans une petite résidence pour personnes âgées près de Nice. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce qu'elle avait imaginé pour ses vieux jours, mais c'est un endroit où elle est traitée avec respect, où elle mange à sa faim, où elle peut dormir dans un vrai lit, sans craindre qu'on lui prenne sa chambre. Elle me dit souvent que je lui ai sauvé la vie ce jour-là sur le banc, mais je crois que c'est elle qui m'a rappelé pourquoi j'avais survécu à tout cela, non pas pour garder ma douleur pour moi, mais pour la transformer en quelque chose d'utile, en une main tendue, vers celles qui souffrent encore en silence. Aujourd'hui, assise sur mon balcon avec la valise de Fernand posée à mes pieds, je regarde le soleil se coucher sur la Méditerranée et je pense à tout le chemin parcouru depuis ce soir de novembre où mon fils m'a abandonnée sous la pluie. J'ai perdu beaucoup de choses dans cette épreuve. Mon fils, mes illusions, ma foi en la bonté naturelle des êtres humains. Mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux encore. La certitude que je mérite le respect, que ma dignité n'est pas négociable, et que l'amour qui ne se donne pas librement ne vaut pas la peine d'être mendié. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous
et activer la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé leur douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, car parfois une simple histoire peut changer toute une journée, toute une vie. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Il y a des matins où je me réveille et où je dois me rappeler que tout cela est réel, que cette vie paisible que je mène maintenant n'est pas un rêve dont je vais bientôt m'éveiller pour me retrouver dans ce débarras sombre et étouffant. Je touche les draps de coton blanc de mon lit. Je sens la brise marine qui entre par la fenêtre entr'ouverte. J'entends le chant des oiseaux dans le jardin de l'immeuble. Et je me dis que oui, c'est bien ma vie maintenant. C'est bien moi, cette femme libre, qui peut décider de son emploi du temps, de ses repas, de ses sorties, sans demander la permission à personne. La valise de Fernand est toujours dans mon armoire, à sa place, comme une sentinelle silencieuse qui veille sur mes nuits. Je l'ouvre parfois, pas pour compter les documents ou vérifier les actes de propriété, mais pour toucher la robe de mariée, pour relire les lettres d'amour, pour sentir la présence de Fernand encore vivante dans ces objets, qu'il a gardés si précieusement pendant tant d'années. Il savait, mon Fernand, il savait que j'aurais besoin de cette encre un jour, de ce rappel tangible que j'ai été aimée vraiment, profondément, inconditionnellement, par un homme qui a consacré sa vie à me protéger même au-delà de la mort. J'ai fini par ouvrir les lettres de Grégoire, il y a quelques semaines. Un soir où je me sentais particulièrement forte et sereine. Il y en avait 7 en tout, écrites sur plusieurs mois, chacune plus humble et plus sincère que la précédente. Il me parlait de sa thérapie, de ce qu'il apprenait sur lui-même, sur ses faiblesses, sur les raisons qui l'avaient poussé à devenir cet homme lâche et cupide qu'il détestait maintenant. Il ne me demandait pas d'argent, il ne me demandait même pas de le revoir. Il demandait simplement mon pardon, sachant qu'il ne le méritait peut-être pas, sachant que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. J'ai pleuré en lisant ces lettres, pas de tristesse ni de colère, mais d'une émotion complexe que je ne saurais pas nommer. Un mélange de deuil et de soulagement, comme si je faisais enfin mes adieux à l'enfant qu'il avait été et à la mère que je ne serais plus jamais pour lui. Je ne lui ai pas répondu, pas encore, peut-être jamais, je ne sais pas. Le pardon est un chemin que je parcours à mon propre rythme, sans me presser, sans me forcer. Ce que je sais avec certitude, c'est que ma belle-fille avait tort sur toute la ligne quand elle riait de ma valise et de son contenu. Ces papiers moisis, comme elle les appelait avec mépris, ces papiers m'ont rendu ma liberté. Cette robe jaunie, cette robe m'a rappelé qui j'étais vraiment. Une femme aimée, une femme digne, une femme qui méritait tellement mieux que ce qu'on lui offrait. Et ces lettres d'amour, ces mots tendres écrits il y a presque 50 ans, par un jeune soldat qui rêvait de trouver l'âme sœur. Ces lettres m'ont donné le courage de partir, de me relever, de recommencer. Si mon histoire peut servir à quelque chose, si elle peut aider, ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux sur sa propre situation, à refuser l'humiliation qu'on lui impose, à comprendre qu'elle vaut infiniment plus que ce qu'on veut lui faire croire, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. C'est la leçon que j'ai apprise dans la douleur et que je transmets aujourd'hui dans la sérénité. Ma belle-fille a semé le mépris et la cruauté. Elle a récolté la solitude et l'échec. Mon fils a semé la trahison et la lâcheté. Il a récolté la ruine et les regrets. Et moi, Suzanne Bariet, j'ai semé la patience et la dignité.
et j'ai récolté la paix.